Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode déjà de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux compères, Christophe et Richard. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour Christophe. Bonjour. En pleine forme Christophe. Plein d'énergie pour développer. Ouais. Mais complètement, voilà, c'est vraiment la situation actuelle. Ah bah c'est bien. En plein dans tes développements et tu vas nous sortir un nouveau logiciel d'ici quelques jours, c'est ça ? On va dire ça, mais en fait, comme mes élèves ils sont en stage et puis après c'est les vacances, putain, je peux développer à 4000%. J'adore. Ah bah voilà, ça c'est cool. Et de l'autre côté du micro, on a également Richard, qu'on a entendu. Bonjour Richard, ça va bien aussi ? Oui, ça va bien. Moi aussi, c'est 4000%, mais j'aimerais bien que ce soit 10. Ah oui, ça c'est l'autre inconvénient des pourcentages, ouais. En plus, il y a des tordus qui me font courir dans le métro parce qu'ils veulent à tout prix enregistrer un podcast à 13h. Donc, Qui ça on comprend pas bien ça. Non, je sais pas. Oui, t'as même pas pu prendre un café, tu nous as dit, c'est ça Ouais, là, je suis... Ouais. Maltraité, tu es maltraité, moi. Il faut me plaindre au syndicat ou je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu vas nous décrire dans quelques instants, un sujet que tu connais bien. Est-ce que c'est exact, je suppose ? Oui, que je connais bien. Je suis pas non plus un expert dessus, mais là, on va parler aujourd'hui d'Angular avec une approche justement pour les développeurs .NET qui voudraient se mettre un petit peu en Angular, savoir ce que c'est. Donc c'est la découverte d'Angular, c'est pas une formation sur Angular, c'est vraiment une présentation. Ouais. Et on va utiliser justement Visual Studio 2017 puisqu'il est tout neuf, tout propre. Tout chaud, et on va voir qu'on peut faire des choses assez facilement avec, et des choses extrêmement puissantes. Oui, ma première question, alors ça se positionne où Angular ? Moi qui connais un tout petit peu le web, où il y a pas longtemps j'ai découvert 20 ans après jQuery, et je me suis éclaté avec. Alors, Angular, tu te positionnes où par rapport à ça ? Puisqu'Angular, .js, c'est du JavaScript, donc on est au niveau web. C'est ça. Qu'est-ce que c'est Angular ? On va commencer par ça aussi, ouais. Et à quoi ça sert ? Oui. Alors, je vais reprendre un petit peu l'historique du développement du web. Donc, au tout début, là, au CERN, chez les Suisses, Ferney-Voltaire, il est apparu le HTML et puis donc le web. Donc, au tout début, c'était quoi ? C'était juste... on envoyait une requête vers un serveur et ce serveur renvoyait du texte au format HTML. Donc c'est uniquement du texte avec des balises qui permettent de formater le texte et puis avec la notion de hypertexte qui permet de se balader entre différents documents. Ensuite, on s'est aperçu que c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut une maintenance de tous les documents, etc. Ça demande énormément de travail. Et donc l'idée après, ça a été de pouvoir essentiellement communiquer avec des bases de données et donc de mettre en place des pages dynamiques. C'est-à-dire qu'à partir d'une requête, on générait dynamiquement le code HTML. Oh, t'as été vite, t'as fait un grand bond là. Non. L'Ajax a été aussi tôt dans le temps ? Je parle côté serveur. Côté serveur, d'accord. Voilà, pardon. PHP, ASP, le prémisse d'ASP, avant ASP.NET, les tout premiers trucs d'il y a... Ce qu'on mettait on faisait des modifs en prod directement à la Trapelle, quand on avait un problème, on sauvait en prod directement là-dedans. Alors au tout début, il y avait ce qu'on appelait les scripts CGI, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc qui permettait de générer dynamiquement ce HTML. Quand on est du côté de Microsoft, effectivement, on avait les pages ASP tout court, donc qui permettaient avec du VBScript côté serveur de générer dynamiquement ce code HTML. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait toujours le principe d'une requête qui est envoyée par le navigateur, et côté serveur, il recevait cette requête, faisait son petit travail, générait dynamiquement le code HTML et renvoyait ça au navigateur qui l'affichait dans son écran. Et puis ensuite, il y a eu des technologies un petit peu plus sophistiquées, comme justement ASP.NET,
qui permettait d'avoir des conceptions de pages dynamiques beaucoup plus sophistiquées, qui ressemblaient un petit peu à ce qu'on faisait avec du VB6 ou du VB6 ou du Delphi ou ce genre de choses. Et ensuite, les gens se sont aperçus que bon, c'était bien, mais ça voulait dire d'abord que côté serveur, il fallait une infrastructure qui soit assez puissante, puisque plus on avait de clients sur son site web, plus il y avait des requêtes qui étaient traitées par les serveurs et donc qui demandaient de plus en plus de ressources. Et donc on arrivait un petit peu à un point où les serveurs n'arrivaient plus à répondre aux requêtes des clients. Donc l'idée qu'il y a eu derrière et qui est apparue petit à petit, ça a été de demander au client de faire le traitement lui-même. Donc je vais vite, hein. Là ça commence on va dire à peu près dans les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, et plus ça va, plus côté client on avait des requêtes qui étaient des traitements qui étaient effectués par le navigateur. Alors ça a été possible également parce que les navigateurs ils sont finalement mis d'accord sur l'interprétation. On n'avait plus la guéguerre Netscape, Internet Explorer comme on avait au début, où chacun faisait son interprétation de code. De code, oui. Chacun son langage. Avec chacun son langage. C'est oui. Fou ça, Thierry. Ah non, mais pendant plusieurs années, ça a été le cas. Et puis, même encore récemment, jusqu'à Internet Explorer 9, on avait encore des besoins de traiter différemment, suivant le navigateur, les requêtes qui étaient envoyées par le client. Une parenthèse justement par rapport à ça, tu parles d'Internet Explorer, c'est une des raisons pour laquelle Microsoft a refait Edge aussi, c'est pour dire on fait table rase de tout ce qui existe, parce qu'Internet Explorer devenait tellement complexe, tellement lourd à intégrer des technologies qui ont 10 ans, et ne fût-ce que pour des raisons de compatibilité, tout ça était, peut-être pas tout, mais une grosse partie était quand même encore inclus dans Internet Explorer. Et donc ils ont dit maintenant avec Edge, on repart d'une feuille blanche, on élimine tout ce qui est techno ancienne, vieillissante, et on repart d'un nouveau browser comme les autres, entre guillemets. Alors côté navigateur, justement, donc comme les navigateurs devenaient de plus en plus puissants et avaient des possibilités de traitement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute page web est représentée par ce qu'on appelle un DOM. Donc c'est un Document Object Model. Donc c'est la représentation de l'arbre graphique de la page HTML qui est représentée par le navigateur. Donc cette représentation par le code, l'idée ça a été de pouvoir la manipuler. Donc et de la manipuler donc côté client. Donc le seul langage, le langage qui est apparu et qui reste actuellement, et c'est le seul, c'est le langage donc le JavaScript. Donc côté JavaScript, on peut interpréter le DOM, manipuler le DOM et venir faire des modifications du DOM, donc des modifications de ce qui sera affiché à l'intérieur du navigateur, grâce au JavaScript et à ce DOM. Ça, je te coupe 2 secondes, c'est assez intéressant à regarder. Quand on fait le debug d'un navigateur, j'ai été bluffé par le côté debug d'Edge. Il me semble, ça doit être l'Edge, où en fait tu vois quasiment en temps réel le DOM bouger, quoi. Enfin le côté HTML, c'est un truc de malade ce truc. Oui, alors je veux pas être méchant, mais les outils développeurs de Chrome sont à des années-lumière de ce qui se fait avec Edge. D'accord, mais en fait Chrome c'est un navigateur qui est installé sur ma machine, mais ça s'arrête là. D'accord. Non, c'est vrai que pour développer, en termes d'exécution, les pages, moi j'utilise souvent Edge aussi pour surfer, pour naviguer, mais quand tu dois développer, c'est vrai, comme dit Richard, Edge, avec Chrome, tous les outils qui sont intégrés dans Chrome, enfin, il n'y a pas photo, quoi. J'essaie de le rattraper, mais on n'est pas encore à ce niveau-là, ouais. Et puis on va voir avec l'intégration de TypeScript à l'intérieur de Chrome est vraiment très puissante. D'accord. Donc, du coup, où j'en étais ? Donc, on a notre page, notre interprétation. Oui, donc on a une représentation du DOM qui est faite. Le problème, c'est que
cette représentation, elle est bien, mais disons qu'elle est un petit peu complexe, un petit peu lourdingue, j'allais dire, pour pouvoir manipuler les différents objets qui sont à l'intérieur de notre page. Donc, sont apparus des frameworks JavaScript qui ont permis de manipuler ce DOM de façon plus efficace. Donc, le premier que tu mentionnais tout à l'heure, Christophe, c'est jQuery. Qui permet de manipuler beaucoup plus facilement les éléments à l'intérieur de notre DOM. C'était le premier framework qui c'est entre guillemets le plus populaire pour les développements web, donc qui permet de faire des traitements qui sont assez sophistiqués. Et puis sont apparus des frameworks qu'on a appelés des SPA, donc des Single Page Applications. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, ces différents frameworks écrivent complètement la page. C'est-à-dire que à l'intérieur, si tu regardes le code de ta page HTML qui est envoyé au client, le code de cette page, il est vide. Il y a juste un tag en disant c'est ici que je veux mettre ma représentation visuelle de mon application. Donc là, on parle vraiment d'application. Et donc c'est au framework qui est côté client, qui va se charger de reconstruire complètement le DOM, donc complètement la hiérarchie graphique de la page, de façon dynamique, sans qu'il y ait d'aller-retour avec le serveur. Et c'est là aussi où il y a une chose qui m'a toujours bluffé, c'est que tout ça, comme tu le dis, c'est fait avec du JavaScript, et c'est fait mais avec une vitesse, quand on voit la vitesse d'exécution de ce langage JavaScript, il y a des processus derrière, parce que c'est de l'interpréter à la base, mais avec des phases de précompilation, enfin il y a tout un mécanisme, mais ça te fait une exécution de ton code, où parfois il y a des centaines, des milliers de lignes de code JavaScript, mais à une vitesse phénoménal. Donc, comme tu le dis, dessiner des écrans, il n'y a même plus de sensation, que ce soit de scintillement ou de changement de page ou autre. C'est comme si on était dans une vraie, entre guillemets, une vraie application, quoi. Bon, évidemment, il y a les machines derrière maintenant qui ont évolué par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans, mais malgré tout. Oui, bon, t'as raison, on pourrait croire que c'est lourd, en fait. Puis non. Ouais. Non, c'est vrai. Balèze. Et puis il y a aussi les codes d'interprétation, les moteurs JavaScript des navigateurs qui ont fortement évolué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, il y avait une guéguerre entre les différents navigateurs en disant c'est moi qui vais le plus vite, non c'est moi, et puis après 2 mois après c'est l'autre. Enfin, c'est ça. Notamment au moment du lancement d'Edge, il y avait un petit peu cette guéguerre. Donc parmi les différents frameworks qui permettent de créer ces single page applications, il y en a un qui ressort un petit peu du lot, c'est le framework Angular. Alors Angular a été développé par une équipe au sein de Google, qui est une petite équipe, je crois qu'ils sont 5. Donc c'est pas quelque chose de monstrueux. Donc ils ont lancé ça, ils l'utilisent en interne et en externe chez Google, et il y a eu la communauté a vraiment adhéré à ce framework. Donc c'est et de loin le framework SPA qui est le plus utilisé dans le monde, loin devant les autres. Oui. Alors il y en a d'autres qui existent. Il y en a un qui s'appelle Durandal, qui est basé avec Knockout.js pour tout ce qui est binding, on verra plus tard. Il y a son successeur, sa nouvelle version, c'est Callisto, si je me souviens bien, ou j'ai un gros doute. Enfin, donc il y a une autre version, mais l'un des principaux concurrents actuellement, c'est React.js, donc développé par Facebook, que je ne connais pas du tout. Donc, je ne me posais pas les questions dessus, mais je sais que c'est un des frameworks aussi SPA qui est très utilisé actuellement. Alors en fait Angular, excuse-moi là, mais c'est quand même, bien sûr c'est open, on peut retrouver ça sur GitHub il me semble, c'est ça? C'est libre. Alors j'ai 2 questions, tu répondras dans l'ordre et puis quand tu veux, qui viennent à l'esprit. Est-ce que c'est libre d'utilisation? Je dirais oui, vraiment, même pour une entreprise professionnelle pour développer une application que je vendrai mes services. Et côté sécurité, une question qui me passe par l'esprit. Côté sécurité de code, voilà un peu ce qui m'interroge, comme ça en premier. C'est côté, donc c'est un projet qui est open source, donc libre de droit
d'utilisation, etc. Côté sécurité, ton code, effectivement, de toute façon, il est transmis au... Enfin, les injections, tout ça, tu vois, tous ces trucs-là, côté sécure, de manière globale, quoi. Pas côté sécurité, code source apparent, pas du tout ça. Pas propriété intellectuelle, mais côté sécurité hacking, quoi. Mais ça, souvent au niveau sécurité, il y a des aspects au niveau du navigateur, non? C'est surtout le navigateur, je pense, qui protège ça. Outre l'aspect framework, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que quand vous chargez une application Angular, vous allez récupérer des pages HTML, vous allez récupérer des scripts JS, et tout ça est interprété par le navigateur. Ouais. Donc, côté sécurité, c'est le navigateur qui est responsable, entre guillemets, de la sécurité de l'interprétation des scripts JavaScript. Ensuite, il y a des allers-retours qui sont faits avec le serveur, mais le principe des allers-retours avec le serveur, c'est essentiellement pour aller récupérer ce qu'on appelle des ressources. Donc les ressources, ça peut être soit des pages HTML, soit des feuilles de style, des points CSS, soit des images, soit du JSON à travers des web API. Ouais, et peut-être juste une chose aussi pour compléter ce que tu dis pour Christophe, c'est l'aspect sécurité souvent, mais c'est le navigateur en général qui bloque ça au niveau du code JavaScript lui-même, mais il n'accepte, sauf exception mais de base, il n'accepte à accéder que avec le serveur en lui-même. Donc il y a juste le domaine, donc si par exemple on va rechercher des pages, on va dire là sur angular.io, tu ne pourras pas aller rechercher du code source ou des pages qui se trouveront sur un autre site internet. Donc tu ne saurais pas faire de l'injection de code à proprement parler pour pouvoir après aller rechercher des scripts malicieux à d'autres endroits, quoi. Ou du moins le navigateur va te poser la question, est-ce que vous êtes certain d'eux, ou il va le bloquer peut-être à la limite dès le départ. Donc ça te donne une garantie, tu peux mettre du code dangereux, encore une fois il sera contenu que dans la page, il va pas pouvoir sortir de la page et venir sur ton PC déjà, mais en plus de ça c'est toi qui dois le mettre puisque ça vient sur ton serveur initial, sur la base de ton serveur. Donc au niveau d'Angular, donc c'est là actuellement il y a eu une première version qui a été sortie il y a quelques années qui s'appelait AngularJS. Donc qui est toujours maintenu par Google, et depuis c'est le début de l'année je crois, il y a la nouvelle version, la version 2 d'AngularJS qui est parue. Donc cette fois-ci il l'appelle Angular tout court plutôt que d'appeler AngularJS. C'est un petit peu pour se démarquer par rapport aux autres concurrents qui s'appellent toujours XXXJS. Surtout, l'idée aussi derrière, c'est d'avoir ce n'est pas uniquement l'idée de Google, c'est pas de proposer uniquement un framework côté client, mais également côté serveur. Donc il va y avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir s'interpréter côté serveur, spécifique par exemple au mobile, ou ce genre de choses. Ce qui fait que c'est vraiment un univers complet qui est proposé, c'est pas uniquement un framework JavaScript. Donc alors juste, tu parles de serveur depuis tout à l'heure, on peut avoir n'importe quel type de serveur derrière ? Oui, l'idée c'est, je te dis, on reçoit du point JS. Donc c'est juste quelque chose qui est capable de fournir du point JS. C'est ça, Angular à la base c'est juste un fichier JS. Ouais. Minifié, plus petit, compressé, etc. Après, il y a des optimisations, etc. Mais c'est que du JS, oui. C'est ça, il n'y a pas d'autres sources à côté. Je suis en mutualisé sur un Apache, tout va bien. Pas de souci, j'ai un MySQL, je peux le connecter, j'envoie je régénère peut-être du JSON, et puis c'est que du bonheur, ça fonctionne en gros partout, Angular. Oui, absolument. Génial. Ouais. Et par rapport, on en a parlé tantôt, mais par rapport à jQuery, il se situe où ? C'est-à-dire, il utilise jQuery ou il est complètement indépendant ? Alors, AngularJS, donc la version 1.x, utilisait jQuery, mais avait son propre moteur jQuery. Alors, ce qui n'est absolument plus le cas pour la version 2. Ce qu'il faut bien comprendre, la problématique, c'est que ce framework, donc Angular, manipule le DOM. Et donc, il le manipule dans son espace mémoire. Oui, comme jQuery le fait aussi. Et comme jQuery le fait aussi. Et donc, ils le font chacun de leur côté.
Donc il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité, c'est-à-dire que le code HTML généré par Angular peut être différent du code généré par jQuery, et donc il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité. Donc il faut faire très attention quand on utilise Angular et d'utiliser jQuery, parce qu'on peut avoir des objets en mémoire qui existent dans l'un et pas dans l'autre. Mais les fonctionnalités de jQuery sont reprises à ce moment-là d'Angular. Style, dans jQuery, on a des sélecteurs pour retrouver des balises sur base des noms, sur base des ID, des choses comme ça. On a la même chose au niveau d'Angular, ou la logique est différente? Alors, je vais te poser une question. Et là, en tant que développeur, j'allais dire WF, parce que je compare énormément Angular avec une approche XAML, une approche type MVVM. Quand tu développes une application MVVM sous XAML, est-ce que tu utilises les ID de tes contrôles? Non, c'est vrai que ça c'est du binding, c'est du binding complet, quoi. Donc on modifie les objets d'un côté et ils se réaffichent de l'autre. Donc Angular est dans cette logique-là, quoi. Il est complètement dans cette logique-là. Okay. Ce n'est pas le cas de jQuery, parce que jQuery c'est plutôt l'inverse, on va dire. jQuery a besoin des éléments, des ID et autres pour pouvoir après dire tu injectes des données dedans. Voilà. Okay. C'est pour ça que je dis, surtout avec Angular 2, si vous êtes développeur WPF, si vous utilisez des frameworks MVVM comme l'excellent MVVM Lite de Laurent Bugnon, quand vous allez utiliser Angular, vous êtes en terrain connu. Conquis. Ok. Conquis, peut-être pas, mais en terrain connu. J'ai encore une question là. On est au début. Oui. Tu parles d'AngularJS, tu parles de 1.6, tu parles de 2, et j'arrive sur le site, on me parle d'Angular.io et version 4. Je suis complètement perdu. Tu peux me débroussailler ce truc-là. Et où est Angular 3? C'est la question que j'allais poser aussi. Ah, désolé. Non, c'est bien. On va faire simple. Angular 1, c'est-à-dire le site angularjs.com ou .org plutôt. Vous pouvez l'oublier. C'est la version précédente d'Angular, et sauf si vous avez déjà une application en AngularJS, si vous faites un nouveau développement, vous pouvez le mettre de côté. La nouvelle version, donc la version 2, c'est sur le site angular.io. Alors, on s'arrête là. Oui. Moi, j'étais sur angularjs.org. Les premiers tutos basiques, ajout des contrôles, ça m'a complètement bluffé. Ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Voilà, ça, c'est épatant. Et puis là, en fait, j'ai été voir sur angular.io. Et ben, j'ai plus rien compris du tout. Je me dis, attends, il y a même comment je vais faire aller ça, quoi. Le code, il est imbitable au niveau des tutos. Oui, alors le code, les tutoriels sur Angular.io, effectivement, comme je disais, ils sont un peu, on va dire, sophistiqués. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer un petit peu toutes les fonctionnalités d'un seul coup. Si on veut apprendre Angular 2 ou 4, vaut mieux éviter de commencer avec les tutoriels qui sont sur ce site-là. Alors il y a d'autres tutoriels sur d'autres sites. Moi personnellement, j'utilise, mais c'est payant, c'est les tutoriels qui sont sur Pluralsight, qui sont très bien faits. Mais on peut retrouver, j'ai pas de site en exemple de tête, mais il y a d'autres sites où on peut facilement se former à ça. Mais attends, si je comprends bien, donc ça veut dire que si on a développé ou si on regarde le tuto qui se trouve sur AngularJS, donc version 1, et puis qu'on se dit tiens maintenant je vais prendre celui d'Angular.io, donc la nouvelle version. On va parler d'ailleurs des versions qu'on n'a pas encore répondu, pourquoi il y a des numéros qui sautent un peu. Ouais. Mais donc ça veut dire que ce qui existait avant ne fonctionne plus dans le nouveau, c'est pas compatible. Non. Ok, il faut vraiment revoir. En gros, il porte le nom Angular, mais en termes d'utilisation, il n'a rien à voir, quoi. C'est pas exactement la même chose. Il y a des nouveaux concepts qui sont dans Angular 2, qui sont beaucoup plus puissants, qui simplifient énormément les choses. Alors on peut toujours trouver des compatibilités, on peut toujours s'arranger, etc. Mais ce que je conseille, c'est vraiment de repartir from scratch. Oui, c'est ça. Même les fonctions de base, le tuto de la première version ne fonctionne pas nécessairement dans la nouvelle version. Ouais. C'est ça. Ouais. Okay. Et il y a eu, d'ailleurs, ça a fait beaucoup de débats. Ah ouais, je vais beaucoup de développeurs de la communauté qui ont protesté. Mais je pense que c'est un bien nécessaire. Je pense qu'ils ont bien fait de repartir de zéro. Ouais, on sait pourquoi?
Parce que c'est quand même, c'est rare et bon, c'est effectivement se mettre une communauté à dos, quoi. Tu développes des trucs en disant regardez c'est bien et puis plouf, du jour au lendemain. Tout ce que vous avez appris les gars, ça sert à rien. Alors il y a des choses qu'on retrouve, il y a les grands, il y a certains concepts qui existent toujours, mais bon effectivement ça a été un peu violent quoi. Mais pour quelle raison? Pourquoi ils ont changé? C'était pas bien avant, ils ont dit on va refaire quelque chose de mieux ou pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Ok. Et donc les versions maintenant? Oui. Alors, les versions. Donc là on est la première version qui est sortie, la version 2. Et ce qu'ils ont annoncé dès le début, c'est que à partir de la version 2, ils allaient sortir très régulièrement, tous les 3 ou 6 mois, des nouvelles versions. Donc version 2, normalement 3, 4, etc. Qui remettaient à jour le framework avec une compatibilité ascendante, c'est-à-dire que la version 4 qui existe actuellement est compatible avec la version 2, mais rajoute des nouvelles fonctionnalités. Alors pourquoi on est passé de la 2 à la 4 ? Parce qu'initialement, quand le framework est constitué d'un certain nombre de composants, et il y avait un composant qui était le composant routeur, qui était en version 3, alors que tous les autres étaient en version 2. Et donc, quand ils ont décidé de passer à la version suivante, plutôt que de passer les versions core, etc., en version 3 et la version routeur en version 4, ils ont décidé de tout remettre, d'avoir la même numérotation pour l'ensemble des composants cœur du framework, quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de 3, on a un 4. Okay. Pas, hein. Moi j'aime pas le 3 en plus, c'est un chiffre que j'aime pas. Ça tombe bien. Donc voilà. Donc là, on va regarder de façon concrète comment on peut utiliser Angular et puis avec Visual Studio 2017 faire ça de façon très simple. La première chose, quand on développe des applications Angular ou plus généralement des applications JavaScript qui utilisent des frameworks JavaScript, on a besoin d'utiliser Node.js et NPM. Alors, donc la première chose à faire, c'est d'installer Node.js sur votre ordinateur, donc qui est une petite application serveur qui va s'installer sur votre ordinateur. Et une fois que vous avez installé, alors c'est très simple, hein, puis ça prend pas beaucoup de temps. Et la deuxième chose, vous allez devoir installer NPM, donc qui est Node Package Manager, qui est l'équivalent de NuGet pour les développeurs .NET. Donc les packages sont comme les packages NuGet. Quand vous avez une application .NET, vous pouvez référencer un package NuGet. Dans une application JavaScript, vous pouvez de la même façon référencer des packages JavaScript grâce à NPM. Ouais, donc c'est exactement le même concept. Pourquoi NPM utilise Node.js, qu'on doit installer d'abord Node.js puis NPM, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Alors il y a un autre gestionnaire de package qui s'appelle Bower, mais bon, dans un premier temps, on n'en a pas besoin. Donc il y a un peu la guerre entre NPM et Bower. La grosse majorité utilise NPM, je pense. Hein. Oui. Okay. Mais les deux, NPM et Bower, sont supportés par Visual Studio 2017. C'est pas donc Axel. Okay. Pardon ? Non, rien. Bien, donc ce qu'on va faire, on va créer une application, on va rentrer dans le détail dans le code, on va créer une application Angular. Donc c'est relativement simple. Donc là donc j'ouvre mon navigateur. Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà. Attends, et donc dans mon disque dur, je vais créer un nouveau dossier. On va l'appeler au hasard DevApps. Ça tombe bien, tiens. Oups là. Ouais, il faut l'écrire correctement, DevApps avec 2 P. Comme application. Pas comme apéritif avec un. Voilà, bien. Et comme Christophe il adore ça, je vais ouvrir la console. Dans DevApps. Donc là on a donc j'ouvre une console cmd.exe dans Visual Studio. Même pas en mode admin en plus, hein. Non, même pas en mode admin.
Donc là, je suis sur le D2 des DevApps dans le dossier DevApps. Je trouve que déjà ça commence mal puisqu'il n'y a pas de truc intuitif, design, tout ça. Quoi. Pas dans la ligne de commande, quoi. Bah, écoute, on est en 2017, donc il faut qu'on utilise quand même en des 2017. Au pire, j'aurais dit il va aller en PowerShell. Non. Et donc là, ce que je vais utiliser, c'est l'application .NET. Donc l'application .NET, D-O-T-N-E-T, bête et méchante. Et je vais lui demander de créer un nouveau projet. En fait, tu le mets en anglais, tu mets .NET News. Très facile jusque-là. Et je vais voir déjà les templates qui sont installés. Donc pour ça, je fais -L. Donc .NET espace new espace -L. Et ça me permet de voir l'ensemble des templates qui sont installés sur ma machine. Ah oui. Donc c'est des templates comme dans Visual Studio quand tu fais fichier nouveau projet. Quoi, ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc tu as un certain nombre de templates. Et là on voit que j'ai. La police est grande. Donc, la police est grande. Bah, c'était pour que vous puissiez voir. Après, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Ah oui, c'est clair comme ça. On se croirait 1993 à peu près. Voilà, oui. Donc on voit que je peux créer une console application, une classe d'appareil, etc. Et je vois que j'ai la possibilité de créer une application MVC ASP.NET Core Angular. Génial. Et ça, c'est si tu fais fichier nouveau projet dans Visual Studio, tu n'aurais pas ça? Non, je n'avais pas ça. Ok. Ah bon. Donc, alors ça, pour avoir ces Angular, Aurelia, Knockout, React.js et Redux, j'ai dû installer ces templates. Alors, je vous mettrai le. Ah bah voilà, tu nous dis pas tout. Alors, il y a une petite commande. Moi, je suis un bubble, j'arrive là-dessus, je fais ça, bon, je vais pas voir ça, quoi. Ouais, non, il y a une petite commande qui est un petit peu sophistiquée. Alors je vais voir, je devrais la voir. Voilà, partager, parce que là, sinon, quelqu'un qui veut faire un step by step comme moi, et je vais encore passer 10 plombs, mais comment il a fait pour avoir ça? Où est-ce qu'il est? Je sais plus où je l'ai mis. Sinon, on mettra le lien. Il faut installer comme des templates pour avoir, voilà. Sinon, c'est pas naturel. Non. D'accord. Non. Alors, c'est la première fois que je vois quand même. C'est celle-là. Oh, mais c'est très facile. Mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Oui, donc c'est .NET New -install Microsoft.ASP.NET Core.SPA template 2.2. étoile. Ça fallait l'inventer celle-là. Ouais, voilà. Bah toi, pour trouver ça, dis donc. Vu comme ça, très facile. Super. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces templates-là, c'est uniquement les templates Angular, Aurelia, Knockout, React et Redux qui sont installés. Tous les autres templates sont fournis en standard par Microsoft. D'accord. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai retrouvé en plus mon tuto, oui. Donc la première chose que je vais faire un .NET. .NET New, on va dire de type Angular, donc Angular. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Le short name qu'on a dans la liste, en fait. Voilà. Et -N, et je vais l'appeler DevApps. N, comme au-dessus, on verrait que ça serait le nom de tu vas suivre le nom de ton projet que tu vas inventer. Voilà, c'est ça, oui. Je vérifie si c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc voilà, hop, je fais Enter. Et alors là. Voilà, donc là, il a mis 1 seconde 4 pour créer le projet. Et donc, si je regarde à l'intérieur de mon dossier... Tu as un sous-dossier DevApps Web. J'ai un sous-dossier DevApps Web. Et dedans, je vois que j'ai un certain nombre des fichiers JSON, j'ai des fichiers .cs, programmes, startup, etc. qui sont là. Et j'ai un contrôleur et un view. Oui, et donc si je regarde dans l'explorateur Windows, là on voit mieux un petit peu tout ce qui est à l'intérieur. On voit qu'on a également du Webpack, donc on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Mais on a également le fichier .csproj qui a été créé. Donc là je pourrais l'ouvrir avec Visual Studio. Mais bon, pas ce que tu as fait. J'ai pas envie. Ça serait trop facile, alors continue. Non, je veux montrer. Une surprise, on va dire. Ouais, on veut montrer que ça poutre. Donc la première,
On a un projet, donc c'est un projet Visual Studio entre guillemets traditionnel. Projet Visual Studio, donc qui référence des packages NuGet. Donc il va falloir qu'on restaure ces packages NuGet. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la première chose que l'on va faire, donc on va demander à notre application .NET, donc .NET espace restore, qui va restaurer les packages NuGet. Je comprends pas de restaurer. Pourquoi restaurer quelque chose? Il y a quelque chose qui était parti avant? Qui est parti du vide. C'est-à-dire, tu as juste la référence, si je comprends bien, dans, je sais pas si c'est le Webpack, mais tu as la référence dans ton dossier qui dit, voilà, je vais utiliser telle fonctionnalité. Donc, je sais pas, ici, je suppose que c'est Angular, mais il y en a peut-être d'autres. Et il va sur le site d'Angular, enfin, sur le site d'NPM, pour pouvoir récupérer tout ça, c'est ça? Oui, restaurer, oui. Bon, d'accord, ok. C'est restaurer uniquement, là, les packages NuGet. Voilà. Donc, là, vous voyez, là, il a été interrogé api.nuget.org pour récupérer les packages NuGet qui sont référencés dans l'application. En tout cas, pour l'instant, il fait bien le job. Voilà. Donc la deuxième chose, c'est que maintenant, on était côté C#, maintenant on va être côté JavaScript. Il va falloir que l'on récupère des scripts JavaScript qui sont référencés par l'application, donc Angular, System.js, enfin tout ce genre de choses. Et pour ça, on a en ligne de commande, toujours pareil, on va utiliser npm, donc on va faire un npm install. Donc qui va aller lire lui le fichier package.json, donc qui est l'équivalent de ce qu'il y avait pour NuGet pour référencer l'ensemble de packages, mais côté JavaScript. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps. On est dans l'univers JavaScript. Là, je vais faire mon troll. On est dans l'univers JavaScript, donc ça va beaucoup plus lentement que dans l'univers .NET. Mais ça met un certain temps. Donc ça récupère tout ça et surtout, donc on va regarder qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc à l'intérieur, je regarde là les dossiers de mon application. Il va nous créer un dossier qui s'appelle Node Module, dans lequel il va télécharger l'ensemble des librairies JavaScript dont il a besoin. Donc ça y est, il a créé ce fichier Node Module. Je vais à l'intérieur, donc dans un premier temps, il n'y a que un dossier .staging, donc qui est un fichier temporaire de travail. Et là, il est en train de récupérer l'ensemble des scripts JavaScript dont il a besoin, donc des scripts Angular, etc. Donc là, on va attendre un petit peu que ça arrive. Alors, juste un truc, si on regarde là actuellement, au niveau de la propriété de notre projet, on est déjà à 112 mégas. Il n'a pas encore commencé, quoi. Il a commencé, voilà. C'est-à-dire que... c'est qu'un début. Si on regarde côté, voilà, il a téléchargé tous les scripts JavaScript. Et si on regarde dans le dossier, on voit qu'il y a quand même 522 dossiers qui ont été créés. C'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Donc il y a vraiment de tout. Et voilà, là il n'y a pas d'intelligence, quoi. C'est on va tout mettre et bon, comme ça tu vas être peinard, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Bien. Donc là, on a notre dossier, nos packages NuGet notre projet qui a été créé, nos packages NuGet qui ont été récupérés, nos packages JavaScript qui ont été créés. Et ben notre application est prête, on a fini. Donc on va la faire. On code quand là? On code pas. Donc là, on va faire un .NET Run pour exécuter notre application. La Run, mais j'adore. Hein, tu vois qu'il va aimer les applications console. Et t'as vu, il y a de la couleur. J'adore, mais ce que je veux dire, c'est que attends, l'air de rien, voilà, c'est vachement important ce que tu nous montres là, puisque tout seul, tu mets du temps à trouver ça, ou alors faut avoir le bon site tout de suite, quoi. Ouais. Ou alors faut écouter DevOps, mais bon, ceci dit. Voilà. Et c'est étonnant qu'il n'y a pas ça dans Visual Studio. Vas-y, fais Run, j'ai envie de t'appuyer sur Enter là. J'ai envie de le faire pour toi. Attends, qu'est-ce que tu disais Non, je disais, c'est quand même étonnant qu'il n'y a pas un template comme ça dans Visual Studio. Parce que Visual Studio peut faire ça. Donc, je dirais, il suffit en gros d'exécuter la commande qui se trouve là derrière. Non. Ouais. Donc, je vais faire Run. Alors, Enter, ça y est. Et là magie, il se passe rien. C'est des choses qui s'affichent. Donc, il a démarré un site web. Donc il a démarré un site web. Alors on est dans une application ASP.NET Core, hein, donc on est avec Kestrel comme interpréteur, et donc on voit qu'il nous écoute sur localhost, sur le port 5000 et qu'on peut l'arrêter en faisant CTRL-C. Donc je vais lancer Chrome. Ouais.
je vais aller sur mon localhost 2.5000. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, justement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc voilà, on a une petite application. Génial! Il y a une page Hello World. Ah, c'est excellent! Et donc, une application qui est responsive, hein, si on regarde. Ouais, c'est ça, il nous a fait un modèle. Ah, j'adore! Donc un modèle avec 3 points de menu, la page d'accueil, les compteurs, je sais pas ce que c'est. Mais dis donc, il y a Bootstrap là-dedans? Oui, il y a Bootstrap là-dedans. D'accord. Ah oui, donc il utilise aussi, c'est pas vraiment un truc vierge, quoi. Il utilise quand même des autres frameworks derrière. Oui, Bootstrap dont tu parles ici et des choses comme ça pour le rendu graphique. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que bon, mis à part Bootstrap, l'application qui est fournie est vraiment c'est vraiment un point de départ. C'est-à-dire que si vous avez une application qui n'a pas du tout cet aspect visuel, c'est mort. Non, justement, au contraire, il y a très peu de fichiers à supprimer. Vous savez quels fichiers qui sont à supprimer, ils sont facilement identifiables et vous pouvez repartir de zéro, mais vous avez quand même toute l'infrastructure qui est mise en place et qui Donc toi, tu conseilles quand même de travailler avec ça, même si on veut pas avoir un ruban noir qui apparaît à gauche et ces 3 icônes là, quoi. Okay. Voilà, ça prend 10 secondes pour les supprimer et mettre en place la navigation que vous voulez, quoi. Si vous voulez une navigation en haut, ce genre de choses, et puis si vous voulez pas de Bootstrap. Mais c'est contrairement, j'allais dire au template qui était fourni avec ASP.NET dans les versions précédentes, ou pour repartir de zéro, c'était pas évident parce qu'on avait tout un tas de références qui étaient rajoutées dans les projets et dont on n'avait pas forcément besoin. Là, c'est très facile pour revenir en arrière. Il faut juste avoir la ligne des commandes pour pouvoir arriver à cette étape-là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on est tout content. Donc là, je vais l'arrêter. Là, on voit que également au niveau de la console, toutes les requêtes qui sont exécutées sur le serveur sont loguées dans la console. Donc on voit ce qui se passe, quoi. Donc là, je vais l'arrêter. Voilà. Et donc je vais fermer ma fenêtre, mon application console, comme ça, Christophe il sera content. On va revenir à Visual Studio et voilà. Ça sera, là, ça devient un peu plus sympa, quoi. À propos, tu conseilles, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec Visual Studio Code, donc l'autre éditeur multiplateforme de Microsoft, tu conseilles plutôt quoi? Enfin, tu as déjà essayé Visual Studio Code pour ça? Oui. Visual Studio Code, c'est si on veut faire que de l'Angular, c'est très bien. C'est ça. À partir du moment où t'appelles quoi que de l'Angular? C'est que du web ou bien pas de C#, tu veux dire? C'est ça. Voilà. Ouais, ok. C'est-à-dire que si la partie, à partir du moment où on va faire du back-office, c'est-à-dire par exemple le développement des web API ou ce genre de choses, Visual Studio est largement supérieur à VS Code. Pour l'aspect back-office, mais pour l'aspect Angular, dans Visual Studio, pas code, mais dans Visual Studio normal, ça marche aussi bien, quoi. Oh oui. Et puis en plus avec Visual Studio 2017, là, ça marche bien. Ça dépote. Donc, je vais ouvrir mon projet, donc mon CSproj que j'ai créé. Hop, comment je l'ai appelé? DevOps Banane. DevOps Web. Voilà, j'ouvre mon projet. Je disais. Il cherche. C'est la résolution qui... C'est peut-être ça. C'est pas l'habitude. Parce que il faut dire que je t'ai demandé de changer la résolution effectivement pour enregistrer le podcast correctement. On voit quelque chose, donc on va dire que c'est dû à ça. Mais ça, c'est vrai que c'est une remarque, ça, parce que j'utilise moi Visual Studio 2017, en gros depuis qu'il est sorti, de manière productive, donc sur des vrais projets. Et je sais pas si tu as remarqué la même chose, mais je trouve que de temps en temps, il y a des aspects un peu plus de lenteur que 2015 faisait. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités, ça on a déjà parlé. Mais de temps en temps, on dirait qu'il ralentit sur, entre guillemets, des bêtises comme ça. Il freeze de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai ça aussi. Ok. Faut attendre la version 2. La 1.1. Bien, donc là on a le projet qui apparaît. Donc juste un petit truc justement, je vais enregistrer la solution tout de suite. Hop, je vais la rouvrir. C'est un petit bug que j'ai repéré. Hop. Pourquoi il n'y a pas de solution? Il n'y a que le fichier projet, le CSproj, c'est ça? Il n'y a que le CSproj.
qui est créé. Ok. Je vais enlever mes moufles, ce sera plus simple. Oui. Et donc là, tu conseilles, c'est d'enregistrer la solution. Et pourquoi il y a un bug sinon qui vient par après? Pour ce que je vais vous montrer, oui, ça marche pas tout de suite. C'est bon à savoir. Oui. Donc là, on a la solution, le fichier SageProj qui est. Alors, on a une impression que ça va beaucoup plus vite, puisqu'il ouvre une solution et là, tout doucement, il va nous mettre son contenu après. Voilà. Ça met autant de temps. Voilà, mais c'est mieux. C'est plus joli comme ça. Voilà. Donc, on a notre application qui est chargée. Donc, je vais lancer mon application. Et plutôt que de faire F5, je vais faire CTRL F5. Et c'est quoi la différence? C'est-à-dire que là, je suis pas en mode debug, mais ça lance quand même l'application. Le gros avantage, vous allez le voir, c'est que justement, je peux continuer à travailler comme on est sur, on va aller travailler sur les fichiers JavaScript et les fichiers HTML. On peut travailler sur ces fichiers, les modifier en debug et voir. Ah ouais, les mettre en parallèle, quoi. D'un côté le résultat, de l'autre côté ton code. Voilà, donc là on voit que j'ai dans ma page d'accueil il est marqué Hello World. Donc là je vais aller dans mon application, on reviendra sur comment elle est foutue un peu plus tard. Je vais aller dans ma page et je vais mettre. Tu changes le Hello World et tu Bonjour. mets à la place. Bonjour. Bonjour. Apps Lover. Si tu reviens directement dans le truc, normalement. Je le mets en parallèle. Hop là. Voilà. Alors attends. Et donc tu fais quoi? Tu sauves d'un côté. Donc là je vais sauvegarder. Oh. Et automatiquement ça se met à jour à droite. Ça me bluffe. T'as même pas rafraîchi? J'ai même pas rafraîchi, non? Ah, j'adore. C'est magique. Je suis un gros feignant, j'ai rien fait. Putain, c'est ok. Donc là ici, là on peut virer un peu tout là, et on voit tout de suite ce que ça donne. Donc c'est extrêmement pratique. Mais ça, le fait que tu ne rafraîchisses même pas, c'est qui est-ce qui fait ça? C'est Visual Studio ou bien c'est Angular qui gère ça? C'est entre Angular et Chrome. Non, entre Angular et Chrome. Entre Visual Studio et Chrome. Et Chrome, ouais, c'est ça. C'est parce qu'on utilise Chrome que ça fait ce fonctionnement là, quoi. Si tu utilises Edge, ça marcherait pas? Non. Si, pardon. Si, bon. Si, non. Bon. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Là, c'est j'ai lancé donc les outils développeurs de Chrome, donc en faisant F12. Donc là, j'ai fait apparaître la console et on voit que dans la console, il y a marqué HMR Connected. Donc c'est pour indiquer qu'il y a effectivement une communication entre les sources et le navigateur. Et donc dès qu'il y a une mise à jour de la source, des différents fichiers, HTML, TS et ce genre de choses, ça se remet à jour dans le navigateur. C'est réinterprété par le navigateur. C'est ça, mais donc c'est Visual Studio 2017 qui gère ça. C'est lui qui envoie je sais pas si c'est un protocole, mais enfin cette manière de communiquer avec le browser. Ok. Non, c'est excellent. Pas Excellent. Donc c'est surtout que on fait beaucoup quand on fait une application web dans ce genre-là, on fait que des modifications de .js, .html, donc on va voir le résultat tout de suite, quoi. En revanche, alors ça veut dire que si tu fais une modification d'un JS ou d'autre chose et que t'as pas fini, c'est non, c'est quand tu sauves. Je suis con. Non, okay. À chaque caractère du tac. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est quand tu fais même pour le CSS. Alors, oui. Et alors, c'est quand tu fais enregistrer tout. Si tu fais enregistrer un seul, ça le fait pas. Non, je ne sais pas pourquoi. Alors, il n'y a aucune raison. Mais... Ah bah si, c'est bien, parce que moi souvent, c'est un peu là-dessus, j'ai souvent plusieurs fichiers, JavaScript ou TypeScript à gérer, donc on peut les sauver, c'est plutôt un réflexe, moi, CTRL-S, CTRL-S, mais il faut faire enregistrer tout pour arriver à avoir le résultat de l'autre côté. Ok. Alors, si on regarde au niveau de l'application, donc j'ai toujours l'application console de Chrome qui est ouverte. Si je fais un F5, c'est-à-dire je vais vraiment rafraîchir mon application, donc je recharge tout. Donc on va voir que au niveau des sources qui sont téléchargées, on voit que on n'a pas grand-chose. On a juste le fichier qui est dans Client App qui contient
non, pardon, c'est dans Network, voilà. Si on regarde dans Network, on voit quels sont les fichiers qui sont téléchargés. Donc on a une requête qui a été faite vers la page Home. Et il y a une requête qui est faite également vers un fichier CSS, un fichier JavaScript, enfin deux fichiers JavaScript, et en gros c'est tout. Qu'est-ce que c'est que le Webpack? Ça, je connais pas, moi. Oui, non, là, c'est plus pour du débugage. D'accord. C'est le HMR, là, si tu te souviens, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est pour faire les échanges. D'accord, okay. C'est que pour ça? Oui. D'accord. Ce qu'on remarque quand même, c'est que mon fichier JavaScript vendor.js, il fait quand même 1 méga 2. Ah ouais. Pour du web, c'est pas petit. Pas mal, hein. Oui. Et donc, c'est quoi celui-là, le vendor.js? Alors, le vendor.js, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a tout votre code JavaScript. C'est-à-dire tout le code Angular, tout le code des différents composants que vous avez référencés dans votre application, tout le code JavaScript que vous avez tapé. Tout ça, c'est minifié en un seul, enfin, c'est regroupé en un seul fichier qui s'appelle donc vendor.js. Ah bon? Et ça, c'est Visual Studio qui génère ce fichier-là, alors? Alors, c'est pas Visual Studio, c'est des outils comme c'est l'outil Webpack qui a été intégré dans notre solution. C'est étonnant que voilà, ils intègrent tout dans un seul fichier JS parce que lui, du coup, il est lourd à charger. Maintenant, je raconte peut-être des conneries, mais quand ce serait des fichiers séparés, c'est pas un peu mieux? Souviens-toi, quand on a fait le npm install, on a eu 522 dossiers qui ont été. Oui, ça va. Il y a pas tout ça. Il n'a pas tout pris, c'est déjà bien. Je comprends. Je comprends ta défense. Je t'entends. Mais... ça c'est, j'allais dire, on dit souvent, si on a inventé des applications clientes, c'est pour avoir quelque chose de plus léger. De pas avoir des requêtes côté serveur qui soient importantes à traiter, etc. Oui. Et que le futur c'est l'application cliente. Ce qu'il faut bien voir, c'est que il n'y a pas de magie. L'application cliente, elle a besoin de télécharger son application et donc elle a besoin de ces fichiers .js. Ouais, mais il y a quoi là-dedans? Parce que un JS, enfin, j'avais vu, je pense qu'Angular il fait en minifié, il fait une 50aine de cas, plus éventuellement quelques fichiers JavaScript qui sont mis dans ton application, mais qui doit être très petite puisqu'il y a presque rien dedans. Qu'est-ce qu'il a rajouté pour arriver à un méga 2? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la size alors si je ne me trompe pas, la size c'est pas la size véritablement téléchargée, c'est décompresser ce que ça représente. Ah ouais. Oui. Ah, moi je pensais que c'était la taille qu'il avait récupérée sur le réseau. Ah, ok, c'est possible. C'est-à-dire que d'accord. Donc si on résume dedans, il y a aussi tout le côté jQuery qui est intégré à Angular alors. Oui. S'il l'utilise. De base, il l'utilise. Non, mais je crois que même s'il l'utilise pas, il est dedans. Alors il y a pas du jQuery dedans, mais enfin il y a quand même tout le code. On va dire il y a tout le code d'Angular effectivement qui est à l'intérieur. Il y a tout le code de système.js, système.js. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, quoi. Mais non, enfin, alors par rapport au niveau du mode de distribution de l'application, effectivement, on peut imaginer de distribuer ça sous forme de plusieurs fichiers .js. C'est exactement la même chose que quand tu développes une application, j'allais dire .NET. Tu peux très bien dire je vais distribuer l'ensemble de mes DLL ou alors je vais faire un IL merge de l'ensemble de mes DLL pour n'en fournir qu'une seule. La problématique, alors je ne sais pas si vous avez constaté ça assez fréquemment, mais quand vous êtes sur un téléphone portable, souvent vous avez des sites web qui sont hyper sophistiqués et quand vous êtes avec votre téléphone, ça marche pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Et la plupart du temps, c'est quoi? C'est qu'il y a un des fichiers JS qui était référencé dans l'application qui n'a pas pu être téléchargé. Et donc, vous avez toute l'application qui plante. Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est que c'est souvent mieux de générer un seul fichier. De toute façon, il faudra effectivement avoir tout en finalité. Si on en a plusieurs, il faudra les avoir tous. Ouais. Mais donc avoir un seul fichier, c'est peut-être mieux, c'est ça?
Oui, en plus, bon là par défaut au niveau de Chrome, moi je désactive, je sais plus où c'est, voilà, Ouais, je désactive le cache parce que comme je mets fréquemment à jour les .js, je vais être sûr que c'est bien la dernière version qui est interprétée par le navigateur. Ouais. Bonne astuce à dire, merci du rappel. Oui, non, parce que tu peux chercher longtemps tes trucs là. Oui. Mais pour un client lambda qui utilise une application web, il disable pas le cache. Le cache est activé et donc l'application après va beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Ok, tu t'as bien défendu, ça va. C'est bien, ça va. C'est super, même. Tu l'as bien un vendeur. Maintenant, montre-nous l'Angular. Qu'est-ce qu'il va nous apporter et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dedans? Alors, au niveau de l'application Angular, donc telle qu'elle est faite dans ce template. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans une application Angular, c'est que une application Angular est constituée de modules. Oui. Et à l'intérieur des modules, vous avez des componentes. Donc, on pourrait dire que si on fait la comparaison avec .NET, vous avez une DLL et à l'intérieur de la DLL, vous avez un certain nombre de classes qui sont à l'intérieur. Donc, par défaut, la plupart du temps, vous n'avez qu'un seul module dans l'application. Donc ici, on a le app module .ts dans lequel vous avez l'initialisation de l'application. Alors, premier point important, vous voyez qu'on a un .ts. Donc, avec Angular, ce qui est préconisé par Google, c'est d'utiliser Microsoft TypeScript. C'est déjà bien. Oui, donc c'est l'interconnexion des sociétés où j'utilise ton framework à condition que tu utilises mon langage, mais c'est bien. Tiens, parenthèse, t'as pas été à Microsoft France, Denis, voir ton idole hier? Non, pour finir, non, parce que je me retrouvais avec un petit mal de gorge et je me voyais pas faire 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Mais j'ai vu des photos. En parlant de TypeScript, voilà. Oui, oui, puisqu'il y avait effectivement Anders Elsberg qui venait hier, je pense, à Paris, et qui présentait les nouveautés de TypeScript 2.2, si j'ai bonne mémoire. Je crois qu'on est dans ces versions-là. Dans ces eaux-là, oui. Donc, au niveau de l'application Angular, Google préconise TypeScript. Et d'ailleurs, Angular était entièrement fait en TypeScript, enfin Angular 2, je pense. Hein. Oui. Alors, l'une des raisons, et là je l'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que j'ai fait un meet-up à Biarritz avec Sébastien Pertu, donc c'est lui qui m'a donné l'information. L'une des raisons pour lesquelles Google a choisi TypeScript, c'est que vous avez le support des ce qu'on appelle en C# les attributs. Ah oui. Donc qui permettent donc les décorateurs qui permettent de décorer une classe, donc d'ajouter des informations supplémentaires à une classe sans interférer avec son code. Donc et Angular utilise ça alors. Et Angular utilise ça de façon intensive. Ah oui. Okay. Donc si on regarde un fichier TypeScript là, tel que l'on voit actuellement là, sur le app module, on voit que l'on a une classe qui s'appelle app module. Donc on a une classe app module qui est décorée avec un premier attribut, donc un premier décorateur qui s'appelle ngModule. Ouais, la décoration en TypeScript, c'est l'arrobas qui se trouve devant alors. Hein. Donc on fait arrobas ngModule et puis maintenant c'est un gros attribut. Hein. Il y a beaucoup de paramètres. Hein. Voilà, et donc dans les différents attributs, donc on déclare les différents composants qui sont à l'intérieur du module. Donc, on voit qu'on a un composant pour la navigation, un composant pour le compteur, et un composant pour l'accueil, la home. Et puis ensuite, vous avez un autre attribut qui se charge du routage. Donc de dire, quand on veut aller dans la page / home, on va aller utiliser tel composant. Quand on veut utiliser, on veut afficher la page counter, on va utiliser le composant counter component.
Et ça, on est d'accord que c'est du code TypeScript, donc il va générer du JavaScript derrière, et donc l'exécution va se faire côté client. Parce que là, on voit qu'on a des routes en gros en disant, tiens, si j'ai tapé dans l'URL home ou si j'ai tapé l'URL counter, mais c'est que le client qui va interpréter ça alors. Absolument. C'est-à-dire que dans ta page initiale, si on regarde côté page HTML qui sera renvoyée au client, on voit que on a donc dans le fichier index.chtml, on voit que on n'a rien. C'est-à-dire qu'on a juste un tag loading, qui s'appelle app, à l'intérieur duquel il y a marqué loading, 3 petits points. Et app, c'est même pas une balise normale, je veux dire, c'est une balise propre à Angular alors. Alors c'est une balise propre à ton application. Donc dans mon application ici, dans mon app component, j'ai déclaré un composant qui s'appelle app component. Et il y a un sélecteur. Il est décoré par un component avec un sélecteur. Voilà, il est décoré par un component et il a un sélecteur qui s'appelle app. Donc ça veut dire que maintenant, dès que je vais taper app dans mon code HTML, il va être interprété par Angular comme étant un composant de type app component. Et ce composant app component, il référence une page HTML qui est le app.component.html et un fichier, une feuille de style qui est app.component.css. Mais ça va être chargé donc dynamiquement, donc c'est-à-dire en clair, on n'aura qu'une seule page côté client, c'est la fameuse page index CHTML qu'on voit là. Oui. Toutes les autres sous-pages sont chargées dynamiquement par Angular. Voilà. C'est lui qui va les rechercher et les rapatrier sur le client, quoi. Voilà, c'est-à-dire que côté HTML qui est renvoyé au client, on a juste une page où il y a juste un tag qui est app entre crochets loading. Et ensuite, c'est l'application Angular qui va manipuler dynamiquement le contenu de ce tag et qui va rajouter les différentes pages que l'on a créées. C'est bien parce qu'en fait, on a l'impression de faire du développement quasiment serveur, mais tout ça va s'exécuter côté client, puisque c'est quasiment ça. Absolument. C'est pas perturbant, justement, parce que je dirais avant, c'était assez simple. On disait, tiens, d'un côté, imaginons je suis en ASP.NET ou MVC, j'ai d'un côté le C#, ok, je suis côté serveur, je fais ça, et maintenant, côté client, j'ai de l'HTML. Là, j'ai l'impression que la frontière devient un peu plus floue, quoi, pour savoir où on est, non ? Non, à partir du moment où on est dans ce dossier app, on sait quand même qu'on est en train de travailler avec ce qui est développé côté client, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Surtout qu'on va voir. Surtout qu'on va voir qu'il y a la notion de services qui vont interagir avec le serveur. Donc, une fois qu'on a nos différents composants, chaque composant, donc, c'est un fichier TypeScript. Ouais. Dans lequel on peut. Déjà, c'est une page HTML. C'est étonnant, ça. C'est une page HTML avec en dessous, donc dans Visual Studio, en dessous un TS et un CSS. Comme si c'était lié. Oui, alors ça, c'est la représentation de Visual Studio 2017. Concrètement, c'est 3 fichiers qui sont les uns à côté des autres. Ils possèdent le même nom simplement dans le même dossier, alors. Oui, ils possèdent le même nom dans le même dossier. Personnellement, parce que ce qu'on fait là, on peut le faire aussi avec Visual Studio 2015. Moi, j'avais fait l'inverse. C'est-à-dire que j'avais un fichier app.component.ts et j'avais mis comme fichier enfant le app.component.html et le app.component.css. Ah ouais. Et ça, tu peux le configurer dans Visual Studio ? Oui, dans Visual Studio. Alors, dans Visual Studio 2015, il faut télécharger un add-in qui est c'est une extension. Web App, et tu peux faire du file nesting. Ok. Bon, ça change. On fasse des podcasts sur tous ces trucs et astuces pour dire voilà ce qui est intéressant. Ok. Mais dans 2017, tu peux le changer aussi, si je comprends. Ouais. L'ordre. Okay. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on se met dans une optique de développeur XAML qui se met à faire du web, on a exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on a un fichier où il y a l'interface, qui est le app.component.html, et on a un fichier de code qui est le app.component.ts. Ouais, c'est ça. Donc, on a, alors comme on est en Angular et que Angular a une approche MVC
étoile. C'est pas du MVC, c'est pas du MVVM, mais c'est une combinaison un petit peu des deux. Donc on a bien une vue qui est le fichier HTML dans lequel on va designer notre page et qui va se binder à un view model qui est à l'intérieur du .ts. Ah, c'est ça, ok. Donc là, si on regarde au niveau de notre application template, le plus simple, c'est de regarder le fichier le fichier counter. Donc le principe du fichier counter, si on le revoit, c'est on a une page à l'intérieur de laquelle il y a juste un bouton, et que quand on clique sur ce bouton, il y a un label qui s'incrémente. Ouais, c'est ça. Okay. Donc il y a marqué 1, 2, 3, 4 à chaque fois que je clique sur le bouton. Donc c'est quelque chose qui est très simple. Et donc là on a une approche au niveau de notre code, une approche MVVM. Donc si on regarde à l'intérieur de notre page HTML, de notre vue, on voit que on a un endroit où il y a marqué je veux afficher le current count. Donc ça c'est une variable qui a été définie dans le TS alors je suppose. Et donc c'est cette variable qui a été définie dans le TS. Donc dans le TS, j'ai bien ma classe counter component. Je lui dis j'ai une propriété publique qui s'appelle current count qui vaut 0 au départ, et j'ai une méthode qui s'appelle increment counter dans laquelle je mets à jour, j'incrémente cette variable current count. Donc je rajoute 1 à chaque fois. Ouais. Donc le code est relativement simple. J'ai juste déclaré au niveau de mon component que j'allais utiliser le fichier HTML correspondant, et dans ce fichier HTML correspondant, je dis à cet endroit-là, je veux afficher le current count, et pour afficher le current count, je vais faire un phénomène de binding. Et donc le binding en Angular peut s'écrire de plusieurs façons. La première façon, quand on fait un binding du view model vers la vue, c'est accolade, le nom de la propriété, et on ferme les deux accolades. Donc là, dès que quand côté view model, je vais mettre à jour current count, ça mettra à jour automatiquement la vue dans le navigateur. C'est ça qui est peut-être perturbant au départ. Enfin, les premières fois que j'ai commencé à regarder Angular, et j'ai pas d'ailleurs été beaucoup plus loin que juste regarder un petit peu, mais c'est ça qui est perturbant. Ils vont carrément changer la syntaxe dans le code HTML, quoi. Oui, donc, oui, c'est vrai. Faut oublier le code HTML et se dire que c'est un nouveau langage, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ils rajoutent quasiment des nouvelles balises, des nouveaux mots-clés, et ils sont tellement bien nommés qu'on a l'impression que c'est un mot-clé que je connaissais pas en HTML et que je découvre, quoi. Et en fait, c'est Angular qui le rajoute. Voilà. Il fait vraiment un parsing complet de la page HTML et il analyse tout ce qui se trouve dedans pour le remplacer avec ce qu'il a besoin. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans l'espace mémoire d'Angular. De la même façon que j'allais dire dans une application WPF ou XAML, on peut créer des nouveaux contrôles. On peut créer des user control. Les user control, ils ont un nouveau tag. Ouais. Et donc on rajoute un nouveau tag. Là, c'est exactement la même chose. On crée un nouveau composant. Ce nouveau composant, on dit, il a un nouveau tag. Donc c'est avec l'attribut selector. Et donc on peut rajouter, à partir de là, ce nouveau selector, ce nouveau composant à l'intérieur d'une autre page. Donc c'est exactement le même principe. On a vraiment une correspondance qui est avec Angular 2, j'insiste, est vraiment, enfin c'est vraiment comparable, quoi, comme approche. Donc là on a vu le binding de la vue du view model vers la vue, donc avec accolade current count. On a également un binding qui est de la vue vers le view model, et donc là c'est essentiellement pour les événements. Ouais. Donc là par exemple pour le bouton, quand on clique sur le bouton, on dit je veux que quand on clique sur le bouton, la méthode increment counter qui est dans mon view model soit appelée. Donc pour cela, je dis entre parenthèses clic égale increment counter. Donc appelle-moi la méthode increment counter.
Et le entre parenthèses clic, le mot-clé clic, c'est parce que eux l'ont défini et t'en as une liste de mots-clés possibles, ou bien c'est parce que ça correspond au DOM, au DOM. Au clic du bouton classique, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc tu peux avoir tous les événements qui existent en web, en HTML, sont à ce moment-là disponibles avec Absolument. Avec Angular, quoi. Ouais. Donc tu fais vraiment ce que tu veux. Alors si tu veux en plus récupérer alors là je rentre un petit peu dans le détail, mais si tu veux récupérer des informations qui sont dans l'événement, par exemple quand tu fais un mouse up ou un mouse down, tu peux récupérer la position du curseur. Et donc dans ces cas-là, dans l'appel de la méthode, tu rajoutes le $event. Bon, ça faut savoir. Et donc c'est ça, il y a des petites astuces. Mais enfin, c'est vrai que déjà, avec ce qui est mis là comme exemple, ça répond à, je dirais, 90% des cas, on est dedans, quoi. 90 pour les Belges. Comment 90. 90 tout seul, c'est bon. Là, qui se met à parler français, le Denis. Bah ouais. J'espère. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. Si ici, je peux rajouter une propriété publique Toto, je déclare de type string qui est égal à coucou. Donc je peux déclarer une variable, une propriété, et donc je peux l'utiliser ici et refaire du binding en disant je veux afficher ma propriété Toto. C'est plaisant quand même, je trouve, en fait, finalement. Ouais, c'est ça, c'est cool, ça. Et maintenant, le binding est, enfin, ce qu'on a en WPF, c'est-à-dire est two-way. C'est-à-dire, tu fais une modif d'un côté, tu modifies ta propriété, automatiquement, c'est rafraîchi sur l'écran. Alors, la syntaxe, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre, alors c'est crochet, entre parenthèses, le nom de la propriété, fermer la parenthèse, fermer le crochet. Et celle que tu avais utilisée au-dessus, c'était double crochet. Double crochet ouvrant, le nom de ta variable, double crochet fermant. Alors attends, on va se mettre d'accord. Ça c'est quoi ça pour toi? Non, pardon, double accolade. Voilà, double accolade, le nom de la propriété fermé et double accolade. Ça c'est pour un binding du view model vers la view. Ok. Quand tu veux faire un binding de la view vers le view model, c'est entre parenthèses le nom. C'est ça. Quand tu veux faire il se base vraiment sur des conventions de ce type-là pour ça, il faut le savoir. Et quand tu veux faire un binding bidirectionnel, c'est crochet, parenthèse, nom de la propriété, fermer la parenthèse, fermer le crochet. Ouais, c'est ça, ok. C'est juste une syntaxe à apprendre. Ouais, c'est juste une syntaxe à maîtriser, mais c'est vrai que il y a intérêt à la connaître au départ, quoi. Bon, après, on peut avoir des bindings qui sont un petit peu plus sophistiqués, notamment pour des attributs. Enfin, bon, je vais pas rentrer là-dedans, ça sert à rien pour l'instant. Donc ça nous permet, donc on voit que le principe c'est exactement l'approche MVVM, hein, c'est-à-dire que vous avez bien votre code, alors pas votre code C# mais votre code TypeScript, dans lequel vous allez mettre vos différentes propriétés, vos différentes méthodes, et ensuite dans votre code HTML vous allez binder tout ça avec votre viewModel. Donc c'est extrêmement simple. C'est encore plus simple et c'est beaucoup plus clean justement que Angular 1. Parce que cette approche était un petit peu plus compliquée avec Angular 1. Là, c'est vraiment très simple. Et si vous avez fait du MVVM avec UWP ou avec WPF, vous savez faire des projets. Je trouve que ce que tu nous as montré là, c'est vachement plus simple en parlant de MVVM. Ouais, c'est vrai. Vachement plus simple. Là, c'est compréhensible tout de suite. Alors que MVVM, au bout d'un an, tu maîtrises bien, mais là, tu comprends en 3 secondes, quoi. Ouais. Ou alors c'est à force. Merci. Ce sera $10. Non, sincèrement, c'est super facile en fait. Moi je comprends, c'est que c'est super facile, hein, sinon. Alors la dernière chose. Juste une question, parce que là tu parles, donc c'est un exemple effectivement simple, tu parles d'Angular JS, donc version 1 et 2. Au niveau d'utilisation, ça fonctionne sur n'importe quel navigateur? Ou bien je suppose qu'il y a des restrictions, je prends un IE2, ça va pas marcher, donc je vais dire, parce que genre que j'avais vu qu'Angular JS, il fallait IE9, et puis Chrome, Firefox, et là en général les mises à jour sont plus fréquentes, plus récentes, mais est-ce que tu sais s'il y a des obligations d'avoir un navigateur récent, en clair? Est-ce qu'on doit avoir telle version? Je crois que pour Internet Explorer, parce que c'est pour lui que se pose le problème, je crois que c'est à partir de la version 9. C'est à vérifier. Même pour Angular 2? Oui. Ok, ça va. Ouais. En général, IE9, qui en des clients maintenant.
Si, moi je connais des clients qui sont encore en IE6 pour d'autres raisons, mais souvent pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc là on est en train d'écrire en TypeScript. Donc TypeScript, lui, n'est pas connu par le navigateur, sauf Chrome. On va le voir juste après. Ouais. En revanche, donc le principe de TypeScript, c'est alors les gens disent que c'est un compilateur, pour moi c'est un traducteur, mais c'est de la sémantique. Voilà. Donc ça convertit votre fichier .ts en fichier .js. Et vous pouvez dans Visual Studio, vous pouvez configurer votre compilateur TypeScript avec le fichier tsconfig.json. Et donc c'est là où vous pouvez dire je veux cibler ECMAScript 5, ECMAScript 6 ou ce genre de choses quoi. Bon, c'est pas forcément obligé d'aller là-dedans, mais ça existe quoi. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'avantage du template là, c'est que tout ça vous le fait automatiquement. Alors que si vous le faites à la main, je peux vous garantir que c'est. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas mal de petits détails partout. C'est extrêmement compliqué. Juste pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez savoir ce que c'est TypeScript, puisqu'on en parle, on avait fait avec Christophe à l'époque un podcast, c'était il y a longtemps maintenant, en septembre 2015, je vois. Donc ça n'a plus rien à voir avec maintenant. Parce que vraiment... les bases sont là, mais c'est vrai que TypeScript évolue, donc et on n'avait pas été très loin non plus. On avait juste vu les concepts de base, mais pour celui qui veut s'initier à ça, ça donne une première vue, quoi. Alors la dernière chose, je voulais montrer avec Angular, c'est que là, donc on a vu la notion de component, la notion de vue. Il y a une autre notion qui est également importante, qui est la notion de service. Ouais. Alors le principe du service, c'est comme pour du développement C#, c'est de mettre en place une classe qui va offrir un certain nombre de services qui peut être consommé par les différentes view modèles. L'exemple typique, c'est un service qui se charge d'aller interroger une web API pour récupérer des données côté serveur et donc d'exposer ces données pour le client, donc pour le view modèle. Donc là, tu parles de services qui vont s'exécuter sur le serveur alors ? Non, qui vont s'exécuter côté client. Côté client, mais comment ils vont attaquer le serveur ? Comment ils vont aller récupérer les données serveur ? Alors justement, là je vais recharger une nouvelle application qui est exactement la même, sauf qu'il y a cette notion de service. Donc le principe d'un service, c'est en réalité c'est une classe de type singleton, c'est sous forme de singleton, qui peut être consommée par l'ensemble des view modèles et qui va se charger de faire son interaction avec le serveur. Donc là, c'est dans une classe C#, là. Non, là, je suis toujours dans une classe TypeScript. Non, ce qu'on voit à l'écran, c'est du C#. Voilà. Ah. Donc ce qu'on voit maintenant, ça c'est du TypeScript. Ok. Donc tu as une classe, voilà. Tu as une classe catégorie service. Avec, donc j'ai une classe catégorie service qui va se charger d'appeler l'URL API /catégorie. Ouais, ok. Donc qui fait un HTTP GET, donc qui renvoie une requête de type GET vers l'URL API /catégorie. On récupère le JSON qui est renvoyé par l'API de notre back-office et on traduit ce JSON dans un objet qui est de type e-catégorie. C'est ça, on a créé une interface e-catégorie pour récupérer ça. Voilà. Maintenant, toute cette communication, parce que ici on voit il y a un objet qui s'appelle HTTP, oui. Mais cet objet HTTP, il vient aussi d'Angular, c'est lui qui fournit cet objet-là ? Oui, alors là, on le voit au niveau de notre code. Okay. On voit qu'on a fait un import. Donc, un import, c'est pour dire je veux référencer l'objet HTTP qui est à l'intérieur de Angular /HTTP. Donc, en gros, on écrit import accolade HTTP, fermez l'accolade, from @angular /HTTP. C'est une syntaxe bien particulière qui est utilisée par System.js pour
charger dynamiquement ces fichiers ces fichiers JS, et donc savoir à quoi correspond la classe HTTP, quoi. Donc cette classe HTTP qui est à l'intérieur de Angular, les méthodes get, put, delete. De la même manière, pour ceux qui connaissent jQuery, c'est des communications Ajax, voilà. Et ça se fait de la même manière que jQuery le faisait. C'est ça. Voilà. Donc au sein de mon service, mon catégorie service, je lui ai dit que j'ai créé une méthode qui s'appelle getCategory, qui retourne une collection de e-catégories. Et donc à l'intérieur de mon application, je peux référencer ce service. Donc je peux référencer ce service et utiliser sa méthode getCategory pour récupérer et faire un appel auprès de ma web API pour récupérer des informations. Alors tout ça passe derrière, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on utilise React.js pour l'appel au web service, pour faire de la synchrone, etc. Donc il y a la notion d'observable, etc., qui existe également en C#. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est ça, tous ces objets-là, parce qu'on voit effectivement, j'avais eu Observable, je sais plus si Observable Collection, et il y a un subscribe, donc toutes ces méthodes, ces objets, ça vient, indirectement par Angular, et tu parles de React.js qui lui va l'utiliser. Voilà. Tout fait partie du même package, quoi. Lorsqu'on a créé le projet tout à l'heure, il a récupéré un petit peu tout ça. Voilà. Ouais. Ok. Donc voilà un petit peu au niveau de notre application. La dernière chose que je voulais signaler, c'est que tout ça est compacté par Webpack, qui est donc aussi une librairie JS, une application JS qui est une librairie côté développeur, qui va récupérer l'ensemble des projets JS qui sont utilisés par votre application et qui va les compiler en un seul, qui va les minifier en un seul fichier pour que ce soit qu'il n'y ait plus qu'un seul fichier à télécharger pour l'application. Et ça, c'est ton projet de tout à l'heure quand tu l'as créé, qu'il l'a aussi généré alors. Absolument. Il l'a récupéré. Voilà. Ok, ça fait partie. C'est pas Angular en lui-même, mais ça fait partie de la création du projet, du modèle que Microsoft fournissait alors. Voilà. Ok, non, mais c'est pas mal. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si toi, Christophe, tu avais d'autres points, mais c'est. Ils sont endormis. Pas du tout. Je suis bluffé. Je suis vraiment bluffé. Je connaissais pas du tout. J'ai été un peu m'amuser avec. Moi, la version 1.6. Et ça m'a vraiment surpris. Je constate que dans ton code, t'as raison. C'est mieux en 2 qu'en 1.6. C'est parfois un petit peu moins verbeux, même, je dirais. Côté, pourtant, il n'y a pas grand chose en 1.6 par rapport au 2.0, mais je suis agréablement surpris. J'adore. Franchement, j'adore. Il y a beaucoup de notions telles que celles qu'on vient de voir ici. Moi, je pensais qu'Angular se consacrait beaucoup plus à l'aspect liaison, binding, je vais dire, par rapport à l'interface, donc la partie modèle, view modèle et la vue. Mais donc ici, je vois, il y a des notions de service, et donc il y a d'autres objets, des observable collection, des choses comme ça. Il y a d'autres. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses, mais tout ça fait partie aussi d'Angular, et il y a beaucoup de choses en plus que tu n'as pas aujourd'hui. C'est un framework complet, en fait, hein. Ah oui, complet. Alors, il y a une notion qui est importante, qui est la notion d'injection. Si on regarde, par exemple, au niveau de mon service, je vais reprendre mon service. On voit qu'il utilise un objet HTTP, et je le mets dans le constructeur, c'est-à-dire que je crée un constructeur dans lequel je dis j'attends un objet HTTP dans le constructeur de cette classe. Donc ce qui permet au moteur Angular d'injecter ce moteur, l'implémentation de HTTP dans le service. Donc ce qui permet de pouvoir faire, il y a aussi la possibilité de faire des tests unitaires avec des outils comme Jasmine au sein de votre application, puisqu'on a une application qui est complète. C'est vraiment du code complet. Comme une application traditionnelle, on doit pouvoir faire des tests unitaires. Et donc, il y a également des moteurs qui permettent de le faire. Et donc,
pour pouvoir tester de façon unitaire une classe, un service ou ce genre de choses, qui utilise d'autres services, la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser l'injection. Et donc, c'est au cœur même du framework d'Angular, cette notion d'injection. Ok, non, mais c'est bien. C'est vrai que c'est vraiment complet. Ça va beaucoup plus loin, effectivement, que ce que je ne pensais aussi. C'est intéressant. Alors après, vous avez également la notion de pipe. Alors la notion de pipe, ça permet de pipe en français. De pipe en français, oui. Alors je sais pas si dans mon application, je crois que je l'avais utilisé. Non, pas ici. Bon, c'est pas grave. Si, quoi alors la notion de pipe, voilà. La notion de pipe. Si on prend la comparaison avec WPF, c'est la notion de converteur. Ah oui. C'est-à-dire que quand on fait une binding à une propriété, par exemple, je vais binder à cet endroit-là la date de création d'un élément. Donc je vais dire ou le prix. Le prix, je veux qu'il soit formaté d'une certaine façon visuellement parlant. Et donc ça, c'est pas de la responsabilité entre guillemets ça peut ne pas être la responsabilité du vieux modèle, c'est la responsabilité de l'affichage, quoi. Voilà. Ouais. Et donc là, on peut créer en XAML, on peut créer un converteur qui va récupérer ce prix et qui va rajouter les zéros et les dollars ou les euros à l'arrière. La notion de pipe, c'est la même chose. On a un pipe qui s'appelle currency. Et donc on peut lui dire je veux afficher des euros et je veux afficher deux chiffres après la virgule. Et au niveau des dates, c'est comment? C'est un truc format, date time, c'est pareil. C'est short date, time, tout ça. Ouais, ça ressemble beaucoup à quoi. Ouais. Excellent. Et comme les converteurs, tu peux créer ton propre converteur et donc faire une manipulation comme tu veux. J'imagine que le B.A.B.A. est présent, quoi. Oui. L'union syndicale, il est bien, quoi. C'est génial. Franchement, c'est sympa. Tout ce qui concerne currency, tout ce qui concerne les dead time, etc. Tout ça, ça existe. Et au niveau des strings, t'as des trucs type, alors ça m'étonnerait, mais 3 petits points. Je sens trop. C'est automatique, peut-être ça. Je crois. Ça se fait en CSS, je pense. En CSS, tu peux mettre des comment ils appellent ça, des ellipsis ou je ne sais plus là. C'est ça, des ellipsis. Ouais, je pense qu'on peut faire ça en CSS. Ah bon, je savais même pas. Il me semble. Ok, c'est génial. Bravo. Tiens, une dernière chose pour moi au niveau performance. Il y a des sites, des exemples de grands sites web qui utilisent, parce que tout le monde parle d'Angular, donc je suppose qu'il y a quand même pas mal de sites qui se sont tournés là-dessus. Mais au niveau perf, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont présentées, mais est-ce que ça tient, quoi? Alors, ça a été, on a dit d'Angular 1 que c'était assez lent. Ils ont dit que Angular 2 était beaucoup plus rapide. Maintenant, la plupart du temps, c'est pas de la faute du framework, mais c'est plutôt de la faute du développeur si c'est une usine à gaz et si ça met du temps. Ouais. Donc, moi personnellement, tant qu'on reste dans des applications, j'allais dire, enfin dans du code qui est ordonné correctement, qui est simple, qui cherche pas à réinventer l'eau chaude, on a des performances qui sont largement satisfaisantes. Non, je dirais moi le plus gros inconvénient d'une application entre guillemets Angular, c'est ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire c'est le téléchargement de l'application au début, quoi. Ça, ouais. Les commandes à déjà les connaître et puis à télécharger tout ce qu'il faut pour mettre tout en place, quoi. Voilà. Tes commandes, ça serait bien qu'on les mette dans le post le post, ouais. Ouais. Tout à fait. Pas de problème. De l'épisode, parce que je trouve qu'elles sont fondamentales. Sans ça, on démarre, mais avec du mal. On démarre facilement. Bon, et donc Christophe, la semaine prochaine, ça y est, tu nous fais le nouveau site de DevApps. Non, son application, il pensait qu'il avait terminé de développer son application. Là, il était cool, mais maintenant il va recommencer tout en Angular. Hein. Ça reste la grande difficulté. En quoi je vais le coder? Ouais. Ça, c'est vrai que on en parle beaucoup des nouveautés et autres, mais c'est vrai que quand on regarde les nouveautés, elles arrivent
je veux dire, c'est un peu le principe aussi, elles arrivent quand même très très fréquemment, c'est tout le temps nouveau, et du coup ça change énormément, quoi. Et moi ce qui me choque principalement ici, c'est de dire, ah bah tiens, on a développé en Angular 1 et puis Angular 2, enfin ou maintenant 4, c'est pas le même. Ouais. C'est quand même embêtant pour des applications métiers où tu dois partir pendant peut-être 10 ans d'utilisation de l'application. Si au bout de 2 ans, te dire bah non, c'est mort. Mais ça, je pense que c'est le propre du web, le propre d'Internet aussi. C'est chiant. Après, là, on peut trouver des sites que je viens de vous partager, mais on pourrait peut-être le mettre en référence sur le post. C'est-à-dire qu'il y en a qui parlent sur leur blog, voilà, migrer Angular 1 vers le 2, oui ou non, qu'est-ce qu'il y a de différence? On va trouver plein d'informations, plein d'échanges avec tout le monde. Enfin, beaucoup ont le problème. Ouais. Mais voilà, ouais, les technologies, c'est ça. Si j'avais fait ça en Angular 1, je suis en train de pleurer au fond de mon jardin. Ça reste. Après, c'est la vie d'un développeur et c'est compliqué, quoi. Finalement, pour être sûr d'avoir un code qui tient, quand on sait bien coder, qui tient la route et qui est, alors peut-être pas multiplateforme, il faut faire du VB6 finalement, puisque. Ils attendent, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est vrai mais non, c'est vrai, il n'évolue plus le VB6, donc c'est bien. Oui, on reste avec quelque chose de stable. Et puis RAM aussi, hein. Il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est que par rapport à tout ça, avec Angular, la notion de composant extérieur devient très faible. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'a pas besoin de composants extérieurs. Pour voir également la différence entre Angular 1 et Angular 2, le meilleur exemple, c'est de reprendre le framework de Telerik qui s'appelle Kendo UI. Oui. Kendo UI, donc en version... version normale entre guillemets, était basée essentiellement sur jQuery et commençait à supporter Angular. À partir du moment où il y a eu Angular 2, Telerik a décidé pas de mettre à la benne, mais de redémarrer de zéro son framework Kendo et de créer une nouvelle version spécifique pour Angular 2. Donc maintenant, si vous regardez, vous avez Kendo UI for jQuery, qui est la première version, et il y a Kendo UI for Angular qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, mais c'est vraiment deux frameworks, enfin deux séries de composants complètement différents, et donc ça montre bien que c'est pas la même chose, quoi. Ouais. On en reparlera peut-être aussi dans d'autres épisodes, mais c'est vrai que moi je suis d'accord aussi avec toi, tout ce qui est composant Telerik Kendo. Nous maintenant, c'est pour l'aspect graphique en gros, donc ça donne des composants graphiques pour faire des listes déroulantes, des listes view, des grilles, enfin tout ça. C'est un boulot de malade si on veut refaire exactement la même chose, quoi. Et ça fonctionne mais parfaitement dans je vais dire dans tous les cas. Donc moi je vois bien la combinaison des deux, Angular ici pour tout l'aspect binding, l'aspect service, communication, donc tout l'aspect métier, et tout l'aspect graphique avec Kendo, on se retrouve avec un framework quasiment complet. On a tout ce qu'il faut pour développer des applications comme on les fait en Windows, quoi. C'est vrai. Et en plus, sans être méchant, multiplateforme. Oui. Et multiplateforme aussi, ouais, tout à fait. Multiplateforme, multi-device, multi-taille, puisqu'en général ces composants s'adaptent aussi en fonction de la dimension, de la taille d'écran, quoi. Donc ça peut aller très loin. Ouais. Parfait. Je pense, messieurs, qu'on a déjà fait quand même un large survol des fonctionnalités. Comme tu disais, Richard, c'est une première vue, donc on ne va pas nécessairement dans tous les détails, mais je pense pas que c'est l'objectif non plus de notre podcast d'aller vraiment de manière technique dans tous les points. C'est vraiment de faire un survol d'une technologie. Donc, en tout cas, un grand merci à toi, Richard, de nous avoir fait découvrir ce framework. Je peux aller prendre mon café maintenant ? Non. Tu vas pouvoir prendre ton café, oui. Par contre, c'est vrai que c'est conseillé de regarder la vidéo YouTube pour celui qui veut s'intéresser, ouais, c'est vrai. Ouais. Là, effectivement, il y a les exemples en live. Ça, je pense que tout le monde l'a compris, que Richard est parti d'un dossier vide et qu'il est arrivé à avoir une application sur base du template. Donc, ça permet en tout cas de voir, et c'est ça que j'aime bien, ça permet de montrer les petites astuces, comme on en a parlé, en disant, tiens, il faut aller cocher cette case-là, ou il faut faire ceci, et ça, c'est pas mal. Eh bien, messieurs, je pense qu'on arrive ainsi à la fin de cet épisode, de cette partie. Donc, Christophe, as-tu d'autres informations peut-être à nous donner ou d'autres remarques qui te venaient à l'esprit ? Non, pas de. On a fait le tour ? Parfait.
Ben, je ne sais pas si toi, Richard, tu as peut-être aussi une remarque ou quelque chose à rajouter ou une info complémentaire à nous donner. Non. Ça va être très bien, c'est qu'on a tout parcouru alors. Parfait. Ben, s'il n'y a plus rien d'autre à dire, ben, merci bien à tout le monde, à tous les deux. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode sur un nouveau sujet. Merci beaucoup. Merci à toi, salut. Au revoir. Salut.